Il y a plein de checkpoints dans ma vie et en fait, je reconnais un checkpoint quand j'ai envie de me taper un mec. Je pense que j'ai jamais vécu un moment comme ça dans ma vie. J'ai envie de devenir genre la numéro 1 des podcasts en France. Je crois autant aux podcasts que les fous du Bitcoin en 2005. J'ai une boîte à rêves et tu vois, parfois je mets des trucs dedans. Si vous aussi vous êtes convaincu qu'il n'y a pas de force sans faille, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Faille. Aujourd'hui, je reçois Julia Layani. Julia se dit entrepreneuse dans les médias. Elle fait 1 milliard de choses. Elle fait du conseil, elle écrit aussi depuis peu. Et elle a surtout un podcast que vous connaissez. Et si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande. Il s'appelle Conversation avant la fin du monde. Elle avait aussi lancé ce podcast qui s'appelait Coming Out. Alors si cet épisode vous a plu, si ce podcast vous plaît, je sais que je le répète à chaque fois, mais c'est super important pour moi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou sur l'une de vos plateformes de podcast. Merci. Ça fait combien de temps que tu t'es pas retrouvée à cette place de l'invité ? Écoute, pas si longtemps que ça parce que j'ai participé à un podcast magnifique qui s'appelle Notre Agada, qui est un podcast fait par une meuf trop stylée sur le rapport des femmes à la Torah et à la religion en général et à la spiritualité, etc., dans le judaïsme. Et donc, c'était pas il y a si longtemps que ça. Mais en tout cas, je suis ravie d'être là devant toi, bien sûr, Noémie. Je t'adore. Euh, Moi aussi, je t'adore, j'adore ton podcast et comme je te le disais tout à l'heure, j'adore la façon dont tu interviews les gens et le naturel que tu as pendant les interviews et tu es une de mes inspi. Arrête. Donc je suis hyper contente de t'avoir. C'est quoi pour toi les failles ? Qu'est-ce que ce mot évoque pour toi ? Est-ce que c'est négatif ? Qu'est-ce que ça évoque ? Heu, hem, Comment dire? Alors moi, tu vois, c'est marrant, mais là, ça fait 6 mois que je suis sans psy et j'ai l'impression d'avancer dans ma vie sans sécurité sociale. Enfin, il y a un truc très spécial de genre, je suis sans filet, Mais et en il me semblait t'avoir entendu dire que tu avais changé de psy. j'ai un gros problème avec les psys. C'est que mais après, je sais pas, je viens d'une famille où le voir un psy, c'est genre pas du tout naturel, pas du tout, organique. Donc j'ai pas du tout une éducation à ça Ouais. et j'ai l'impression qu'il faut que je sois vraiment, dans une relation avec le psy. Enfin, je les largue et tout, ouais, je suis complètement instable sur ce Oui, mais parce que tu as passé comme, c'est comme un amoureux, une amoureuse ou un associé. Enfin, je trouve que c'est même pire de trouver le bon psy, adapté. tout Hyper à dur. fait. Mais donc là, je suis un peu, sans filet et en fait, j'ai l'impression que si on ne traite pas nos failles en permanence, en fait, nos failles, c'est un peu comme enfin, une faille, ça ressemble à une cicatrice Mmh. qui est ouverte, hein. Une faille, on parle, je sais pas moi, de la faille de San Andreas ou je sais pas quoi. Une faille, c'est une cicatrice qu'il faut venir aller, désinfecter tout le temps et venir prendre soin pour qu'elle essaye de se refermer et qu'après ça fasse une belle cicatrice, tu vois, sur la peau. Donc il faut prendre soin de nos failles, on en a tous. Moi, j'en ai des béantes, si je puis me permettre et ouais et parfois on n'a pas envie de les regarder, on n'a pas envie de regarder dedans parce que ça fait ça rend invalide trop de mauvais souvenirs ou quoi que ce soit exactement, mais en réalité, il faut ouais et parfois effectivement, elle s'infecte à fond la faille et il faut mettre le nez dedans et trouver un bon médecin si je puis voilà. Mais ouais, j'en ai plein, hein, bien sûr, évidemment. Tu connais le kintsugi ? Non. Le kintsugi, c'est cet art japonais. Je sais, ça doit être chiant pour ceux qui écoutent, mes podcasts, parce que je le répète à chaque fois. C'est un art japonais qui fait que, au lieu de masquer quand les céramiques se cassaient, Oui, heu il les peignent avec de l'or exactement, et pour sublimer ses voilà, cicatrices. OK. Donc Je voilà. connaissais pas le mot, mais je connais la technique. OK. Donc je t'offre, je le fais Ah ouais? traditionnellement, un galet en kintsugi. Ah ouais! Mais non, mais merci! Magnifique! Génial. Alors tes Super. failles. Ouais, tu veux qu'on en parle? J'ai compris. Ah, je veux bien. Enfin, On commence par quoi? quoi? On commence par laquelle? Déjà, tu as dit un truc qui m'a vraiment surprise. Tu as dit que quand tu étais jeune, tu avais du mal à prendre la parole et qu'on te laissait pas parler. Ouais. Donc quand on te connaît, avec quand même une certaine logorrhée verbale, c'est très étonnant. Donc c'est ta vengeance, ta revanche
à ton enfance, c'est Ouais, sûr? ouais, ouais, complètement. Bah, non, mais bon, comme dans toutes les familles, voilà, moi j'ai 2 frères et sœurs, donc on est toutes les 3 à table. Famille orientale, donc ça parle beaucoup. Mon père a 10 frères et sœurs, donc j'ai 25 cousins germains, donc tous les vendredis soirs, effectivement, et à plusieurs, repères dans le calendrier de l'année, on est, 30-40, à table. Il y a, des miches de pain qui volent, des gens qui crient, des trucs. Donc moi je suis la numéro 23 sur 25. Donc bon, je passais inaperçue forcément, et mais je sais pas si c'est une revanche sur le côté, j'arrivais pas à m'exprimer parce que mon frère, ma sœur étaient plus âgés que moi et que je crois que c'est enfin, il y a forcément de ça, mais je crois qu'il y a un truc plus de sensibilité au malheur du monde, heu, où j'ai vraiment envie de m'exprimer dessus, sur des sujets qui me touchent, hein, bien sûr, parce que, on va pas se mentir, hein, l'engagement, il est d'abord personnel, on a envie de se soigner soi-même et donc de parler de qui on est, de comment on est discriminé dans la société et cetera. Donc moi, ouais, orientation sexuelle, et ouais, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là, des meufs, enfin des ouais, de la communauté LGBT en général, mais surtout des femmes aussi, tu vois? C'est comme ça que ton engagement a commencé? En fait, moi, je viens d'une famille qui est pas engagée, au sens de il y a pas genre, des dimanches où on allait aider des associations, Il y a pas de où militant? il y a pas de militantisme. Ouais, c'est genre, enfin, ce serait trop long d'expliquer pourquoi, mais il y a pas de militantisme. Hem, Parce qu'il y a de la spiritualité aussi beaucoup dans ma famille et que finalement notre engagement, il était plus dans un côté spirituel de la religion. Heu, où mon père, juif, a imposé le judaïsme dans notre famille et cetera et c'était ça, en fait, notre engagement. C'était, les fêtes juives, réfléchir à ce que c'est que d'être juif et cetera. Donc il était plus là-dedans. Mais l'engagement au sens aider des associations, ça non. Ça, je l'ai découvert, et je lui dois ça, en devenant amie et en créant ma société avec, Élise Goldfarb, qui est mon ex-associée, qui elle, est une fille qui a toujours été, très engagée, dans toutes sortes de sujets et elle m'a appris ça. Elle m'a montré ça et ouais, ça je lui dois. Et ton engagement, tu as l'impression que j'imagine, c'est un de tes fils d'or? Bah, aujourd'hui, en fait, je vois pas, heu, Tu te vois pas vivre je vois pas j'ai un truc d'ambition très fort, mais pas d'ambition vénale de genre je veux être la meilleure et la numéro un et avoir tant d'abonnés ou je sais pas quoi. C'est juste, j'ai envie, tu vois? Bon, là, tu me prends, on est, le 16 ou le 17 janvier et en fait, je ne pense qu'à une seule chose du matin jusqu'au soir. C'est le podcast que j'ai enregistré la semaine dernière en Israël avec Moran Stella Yanai, qui est une ancienne otage du Hamas qui est restée 2 mois à Gaza. Hem, je ne Tu pense qu'à ça. rentres, tu étais rentrée hier de Je suis ton voyage? rentrée hier, j'ai été en Israël pour ça, pour faire cette interview. Hem, je pense que j'ai jamais vécu un moment comme ça dans ma vie. En fait, tout ce que j'ai fait avant m'a amené à ça. Mmh. Mais tout était réuni, c'est-à-dire, c'est une femme qui était devant moi. J'étais très, très heureux j'ai contacté tous les otages encore, vivants, sur Instagram, hein, très honnêtement, moi, je suis très Instagram pour aller choper les gens. Bon, j'ai un programmateur pour les artistes et tout en France, machin, mais et je les ai tous contactés et je voulais une femme. Mmh. Non pas que sûrement je ferai un homme, parce que j'ai envie beaucoup d'en refaire parce que la question des otages, c'est un truc qui m'obsède énormément. Hem et donc c'est une femme et c'est une meuf, je sais pas, elle est comme toi, comme moi, elle pourrait être notre amie, tu vois? C'est une meuf de 40 ans, ultra moderne, designeuse de bijoux, qui kiffe la musique électronique et qui a été dans un festival de musique, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour aller danser avec ses potes. Ouais, donc Heu, il y a une identification évidente. mais 100. Ma sœur, j'ai une sœur de 40 ans, elle a 40 ans, elle se ressemble, c'est une meuf, israélienne, mais d'origine marocaine. Enfin, moi, le Maroc, j'ai un lien très fort avec. Enfin, donc c'est nous, en fait. C'est moi, c'est toi, tu vois? Et en plus, donc elle vient du enfin, elle a été kidnappée, à Nova, donc dans le festival de musique où il y a eu 350 morts et une centaine de kidnappés. Bon et c'était un moment que j'ai vécu avec elle, en public, parce qu'il y avait 30 personnes dans la salle, donc j'ai fait mon premier podcast en public, en anglais, qui n'est pas forcément ma langue, Maternelle? maternelle, c'est sûr, mais naturelle, tu vois?
Et c'était un moment très, très fort et donc je ne pense qu'à ça là, si tu veux, genre matin et soir. Le montage du podcast, j'ai envie de faire une voix off en français parce que, comme je t'ai expliqué, voilà, il y a pas eu de témoignages longs d'otages, israéliens en français. Donc en fait, les Français, ils tu vois, si tu es juif, bien sûr, tu tombes sur des trucs parce que tu es abonné sur Insta à des comptes qui, font témoigner des otages. Mais bon, sinon, voilà quoi, tu vois, tu pas vraiment tu sais pas vraiment ce qui s'est passé et normal parce que faut que les médias fassent ce travail-là. Bon, ils l'ont pas vraiment fait. Moi, ça me tenait beaucoup à cœur donc voilà, donc Il y a un avant et un après cette interview. ah mais non, mais à un point inimaginable. C'est genre, dans ma vie et donc tu me disais, ton engagement et ta vie professionnelle. Donc moi, en fait, heu, j'ai envie de devenir genre la numéro 1 des podcasts en France, OK, mais je le ferai pas, sans, traiter des sujets qui m'importent moi. Enfin, tu vois, je m'en fous de faire un truc qui va buzzer parce qu'il va buzzer. Non, je veux faire un truc qui, moi, me fait buzzer mon cœur, tu vois? C'est mon cœur qui doit buzzer là, le 1er. Donc ouais, donc c'est ça qui m'anime, quoi. Et donc ton podcast actuel justement qui s'appelle «Conversation avant la fin Ouais, du monde», il vient, même s'il parle pas de ça, tu l'as lancé post 7 octobre ouais. et donc ça a été le 7 octobre a été un déclencheur. Mmh. Mais justement, je voulais revenir là-dessus parce que quand tu parles du 7 octobre, tu disais à juste titre que c'était très difficile de tu parlais du deuil et tu disais que c'était très difficile de faire le deuil parce que, et que toi, tu ne savais pas faire le deuil, mais en l'occurrence, quand tu parlais du 7 octobre, on ne savait pas quel était le sort des otages pendant longtemps. Hem et donc plus généralement, je t'ai entendu parler de cette histoire de dingue que je ne connaissais pas, de ton grand-père. Mmh. Heu, Ton grand-père, quand tu avais 15 ans, Mmh mh. est allé se promener dans la forêt, il avait 80 ans, il est jamais revenu Ouais, et vous avez jamais retrouvé sa trace. ouais. C'est un drame, qui en fait, c'est un drame qui est arrivé donc quand j'avais 15 ans. C'est le père de ma mère, donc ma famille maternelle, pas la famille où j'ai 25 cousins germains. Là, de ce côté-là, j'ai 2 cousines germaines que j'adore, que j'embrasse très fort, Anne et Diane et donc j'ai toujours été enfin quand j'étais plus jeune, c'était donc le dernier de mes grands-parents à être vivant. Mais j'ai toujours été très proche de mes grands-parents maternels, très, très proches. C'était des gens exceptionnels, merveilleux. Tous les 2 qui viennent de Bretagne et de Lozère. Et mon grand-père de Bretagne, ma grand-mère de Lozère et qui étaient, fermiers, qui habitaient dans des fermes. Enfin, c'était vraiment des gens du terroir quoi, de la terre française. Et mon grand-père donc qui s'appelle en fait, On je sait peux pas. pas dire, je peux pas trop parler de lui au passé. Je pense qu'évidemment il est décédé, parce que ça fait maintenant, 16 ans, 17 ans. Il s'appelle Esprit. Son prénom. Son prénom, c'est Esprit et Esprit, c'était un homme, exceptionnel et donc il était veuf et puis voilà, il a été, se balader comme tous les jours, parce qu'il adore la nature, machin et on n'a jamais retrouvé sa trace après cette balade-là. On a retrouvé un chandail à lui posé sur un banc. Voilà, donc c'est le seul, truc et donc oui, donc quand on vit une disparition, involontaire, Mmh. parce qu'il y a des disparitions forcées. L'histoire de la disparition, c'est un sujet qui est énormissime. Tu as des gens qui, sont, kidnappés, tu as des gens qui disparaissent, tout ça, et donc lui, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Soit il s'est fait renverser par une voiture, la personne a paniqué, a caché son corps, soit, on ne sait pas vraiment, en fait. Et donc oui, l'histoire du deuil, je disais ça dans un podcast, en fait, qui s'appelle «J'essaie de comprendre ma vie». L'histoire du deuil, elle est propre à chacun. Je sais que toi, tu as vécu une histoire aussi, un drame personnel. Mmh. Donc tu as un rapport au deuil qui est le tien, sur lequel tu as travaillé, tu as écrit un livre magnifique. Hem, on a chacun un rapport au deuil et quand il y a un espèce de deuil international qui touche, en l'occurrence, bon, la communauté juive, mais en fait la communauté internationale au sens large. En tout cas, c'est des gens qui nous ressemblent. Il y a eu 250 personnes qui ont été kidnappées le 7 octobre. Hem Donc le deuil international vient convoquer, tous nos rapports à nos deuils à nous, à ce que Ouais. nous on ressent en voyant ça. Donc en fait, ça fait un espèce de conglomérat d'énergie qui est très particulière sur cet événement et moi j'ai ressenti ça très, très fort, par rapport à ma propre expérience à moi du deuil
Et donc le fait qu'effectivement, pendant 500 jours, il y a certaines personnes qui sont restées 500 jours, plus de 500 jours, sans savoir où ils étaient, voilà. Ça a participé au fait que ma réflexion sur le deuil, et sur l'incapacité de faire un deuil en fait, voilà, venait. Parce que tu parles aussi des deuils, de tous les deuils, que tu arrives pas à faire les deuils, y compris des deuils amoureux, des deuils amicaux. En fait, je pense que ce monde est dur et difficile, et qu'en fait, faut s c'est vraiment c'est ce que je pense, mais faut se battre. Moi, j'ai fait un sport de combat pendant 10 ans, je suis ceinture noire de judo, OK? Je pense que toutes les filles de ce monde doivent faire un sport de combat. C'est franchement alors on pourrait vivre dans un monde de bisounours où on se dit: «Voilà, tu vas faire ma fille le sport que tu veux et ce sera génial si tu fais, de la danse et tout». Enfin, j'adore la danse aussi, mais je pense que en complément de toute passion possible, faites du Krav Maga, tu vois? Je sentais qu'il fallait que je me défende tu vois? Que dans cette vie, il fallait savoir se défendre et je pense que ouais, je pense que les filles, les femmes, les petites filles doivent faire un sport de combat. Ça, c'est mon truc, donc comme je le dis, je pense qu'il faut se battre et j'avance un peu dans la vie avec de la force. C'est pas forcément la meilleure des manières d'avancer dans la vie, mais en fait, moi, ce que j'écoute comme musique tous les jours, quand je me réveille et quand je me couche et quand je marche dans la rue, que je suis dans le métro et tout, c'est genre de la pop vénère, Lady Gaga à fond, Katy Perry, enfin, tu vois? Genre un peu de la pop dégueulasse, tu vois? Mais qui me fait avoir un rythme dans la vie de genre un pas après l'autre et vas-y et je vais tout niquer et on va y aller et on va faire des bêtes de trucs et les gens qui me veulent du mal, bah, tu vois? Tu es toujours dans ce mood-là. Je suis En toujours tout dans cas, ce tu mood-là veux te mettre dans ce et à mood-là. des moments évidemment, bah, ça craque, tu vois? Et ouais, il y a plein de Et moments où qu'est-ce qu'elle fait, Julia Layani quand ça craque? je pleure énormément. Je suis vraiment une pisseuse. Je pleure, tout le temps, quoi. Mais tu vois, j'ai l'habitude de dire que je pleure comme je fais pipi, c'est-à-dire enfin, tu vois, en fait, Évacue. c'est un truc qui non, mais c'est un truc qui me traverse donc je le Tu laisses passer tu vois? l'émotion. Ouais, mais et c'est voilà, c'est ce moment de tension entre force et totale vulnérabilité. Peut-être qu'il faudrait essayer avec un psy forcément de rééquilibrer le truc et que tu vois, qu'il y ait moins de sauts sur le cardiogramme. Mais ouais, c'est des gros mouvements, quoi. Donc tu cherches un psy, toujours? Ouais. Ou tu as fait Mais en fait, je veux passer le deuil? en fait, le problème, c'est que je veux un psy qui comprend ce que c'est que d'être juif et qui comprend ce que c'est que d'être lesbienne, en fait. Donc s'il y a des gens qui Oui, il comprennent faut pas leur faire un appel. parce que pour moi, c'est des identités qui sont très similaires. C'est des choses qui nous rendent très vulnérables dans la société. Les femmes lesbiennes, sont, je dirais, le c'est les individus les moins intéressants de la société puisqu'en fait, elles n'intéressent pas les hommes qui contrôlent ce monde et en fait, elles veulent même pas faire des gosses avec eux. C'est-à-dire, elles veulent rien faire avec eux et elles, à la limite, elles veulent même pas de pouvoir, elles veulent même pas, se battre, elles veulent même pas donc elles veulent juste vivre dans leur vie et faire leur life, mais elles n'intéressent pas les géants de ce monde et les juifs, ils ont un truc aussi d'être un peu le dernier canard des communautés, des minorités et c'est des gens qui sont très vulnérables aussi. Donc pour moi, il y a beaucoup de similarités, entre les 2. Voilà. J'ai l'impression que peut-être que c'était quand tu avais un psy. Il y a, en tout cas, il y a une évolution dans ton parcours. Heu, Au départ, on a le sentiment que pourtant c'est bizarre parce que tu es hyper cash et tu as pas peur de parler, que tu parles de tes sujets à travers les autres. Ouais, Avec Fresh, c'était les bien sûr. femmes. Après avec le podcast Coming Out, c'était les gays. Mmh. Mais tu y allais pas franco. Enfin, tu y allais franco dans la parole, mais tu parlais pas de toi, hein. Ouais, Finalement, tu parles pas ouais, beaucoup de toi. Et alors je sais parce que tu me l'as dit la dernière fois qu'on s'est vus, aujourd'hui, tu as, ouais, tu justement sur ton coming out. ouais. Donc c'est la première fois finalement que Ouais, que je que rentre tu dans parles le franco. détail de ma propre expérience, personnelle. Ouais, bah, en fait, hem, donc j'ai grandi dans une famille où, on m'a pas offert de
Magen David ou de signes distinctifs où mon père me disait: «Ne dis pas que tu es juive, ne le crie pas sous tous les toits, ça peut être dangereux», et cetera et cetera. Et en fait, je trouve que notre génération aujourd'hui et surtout post 7 octobre, elle est un peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'elle veut revendiquer parce qu'en fait, on se sent tellement menacé. Il y a tellement d'antisémitisme. On vit dans une période, qui est quand même, qui est quand même très particulière, enfin, pour nous et donc en termes de menaces et donc il y a un espèce de regain, je trouve, sur la jeune génération qui veulent montrer, voilà, leur identité et en être fiers et je trouve que c'est génial. Ça peut être dangereux à certains moments, mais je trouve que c'est hyper admirable et tout. Mais je crois que comme j'ai grandi dans une famille où: «Vas-y, parle pas trop, c'est bon, fais ton truc, sur le côté», tu vois? C'est pas des gens qui veulent, avoir une audience très large. Au contraire, c'est genre: «Fais ton truc de ton côté», tu vois? Et voilà, ne sois pas trop vocal. Et moi, j'ai dit genre: «Ah bon? Bah non, pas du tout», parce que moi, je vais être genre hyper vocale, parce qu'en fait, j'ai envie que tout le monde voit ce que je fais et tu vois? Et donc ça les a fait flipper au début ou peut-être même Ah bah non, mais c'est tous les enfin, nous, on se réunit le vendredi soir en famille, c'est tous les vendredis soirs: «Tu as dit ça, pourquoi tu as dit ça? Tu devrais pas le dire comme ça, mais pourquoi tu as interviewé celui-là? Machin, machin». Donc ouais, mais après ils sont super soutenants aussi, et voilà, mais donc j'ai toujours cru que mon engagement, il allait être plus fort si je réunissais des gens qui parlaient de la même chose. Et je crois beaucoup au témoignage. Pour moi, le témoignage, ça change le monde, c'est ça qui va changer le monde, hein, Enfin, en fait, je suis persuadée que le podcast, c'est le média d'aujourd'hui et de demain, mais d'une manière jamais vue auparavant, parce que c'est un média qui permet de donner la parole à des gens sans jugement sur voilà, sur, son interlocuteur et pour moi, ça va changer le monde, mais de manière, enfin, voilà, je crois beaucoup au témoignage. Je crois autant au podcast que les fous du bitcoin en 2005, OK? Enfin, voilà. et depuis longtemps puisque coming out, ça date un peu? Exactement et le podcast me le rend très bien parce que c'est génial, ça permet de faire des trucs, exceptionnels. En plus, tu rencontres des gens tout le temps, enfin, c'est trop bien. Je conseille à chacun de faire un podcast sur n'importe quel sujet, le sujet que vous voulez, même si vous êtes tout seul ou avec des potes ou avec un sujet, niche, vous faites des podcasts. C'est très intéressant et très important. Et voilà mais depuis quelque temps, notamment depuis 7 octobre, j'ai envie de parler, en fait. Parce que ça y est, enfin, il faut parler. Personne va parler, de mon expérience à ma place, donc j'interviewe des gens, je parle d'eux, mais je suis là, j'ai une conversation avec eux et surtout, je vais faire des podcasts en solo maintenant. J'en ai fait un et je vais en faire plein. Pour toi, te séparer de ton associé, ça a été un vrai challenge Ouais, ou grave. c'était un risque, c'était une angoisse? Comment tu l'as vécu? Si vous voulez, c'est comme quand on divorce, en fait, avec quelqu'un. On a peur de divorcer. J'en parlais avec Inès Reg, dans mon podcast où elle me raconte son divorce parce que pour moi, l'association professionnelle, ou le mariage, c'est la même chose, hein. On signe un contrat avec l'autre, hein, qui est à peu près le même contrat d'ailleurs. Hem, C'était un super gros risque à faire. Après, j'aime bien dans ma vie faire des pas de côté, un peu casser le truc à des moments évidemment opportuns, hein. Je fais pas ça, en terroriste, mais hem, ouais, j'ai voulu casser cette espèce de dynamique parce que je sentais que voilà, il y avait pour elle et pour moi d'autres, chemins à prendre. Mais bien sûr, c'est un gros challenge, voilà et encore une fois, les ruptures, sont des moments toujours très difficiles, et en particulier pour moi. Là, voilà, tu m'en parles, donc je parle de moi, mais ouais, c'est et en fait, tu digues et tu te dis: «Pourquoi la rupture est si difficile?» Bah, en fait, peut-être cette histoire avec ce grand-père, peut-être, du transgénérationnel dont je ne sais pas, mes grands-parents qui étaient en Algérie, qui ont émigré en France, qui avaient rien, enfin voilà, on vient tous enfin, je pense que tu as la même histoire, peut-être à un autre endroit de la planète, mais enfin, on vient d'un peuple d'exil, donc à des moments, ils ont dû partir, donc être en rupture totale avec leur vie, recommencer. Donc ouais et je pense qu'il y a un mix de tout ça. Et alors pour revenir sur le livre, qu'est-ce Ouais. que ça te fait justement pour la première fois de prendre Bah, justement, ça, c'est très en rapport avec le temps qui passe, donc c'est un truc que je fais, que je n'aurais pas pu faire pendant que je le vivais. J'aime bien, process les choses et 10 ans plus tard, faire un focus dessus. Hem
c'est trop bien, j'adore écrire. Par contre, je suis très lente. Donc là, en fait, il faut que j'envoie un mail à mon éditrice en lui disant que je ne pourrais pas lui rendre le manuscrit dans 1 mois et demi. C'est impossible parce que là, j'ai beaucoup de choses en tête. Mais par contre, j'adore. C'est hyper thérapeutique. En fait, je reviens sur... En fait, c'est l'histoire d'une meuf parisienne qui a autour de la trentaine, qui raconte son coming out de quand elle avait 20 ans. C'est Ah, trop donc bien. c'est quand même romancé. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc on est encore pas C'est dans... pas autobiographique, genre je m'appelle Julia Layani, machin. Non. Pourquoi? Parce que la vie, c'est du storytelling aussi. Enfin, tu vois, ma vie, elle est intéressante, mais peut-être pas à ce point-là, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, et je l'imagine un peu comme un film aussi, ou comme une série, tu vois? Oui, parce que ça, tu dis que c'est ton rêve de faire Ouais. une série juste. Donc, Ouais, mais là, j'ai eu d'autres rêves entre-temps. ah, Ouais. Mais on les garde, hein. Ils ouais. sont là, tu vois? J'ai une boîte à rêves et tu vois? Parfois, je mets des trucs dedans et je l'imagine un peu, comme une série, mais c'est pas moi qui joue le rôle principal, tu vois? C'est une meuf que je vais diriger et je vois plus comme ça le truc. Mais c'est trop bien et dans la boîte à rêves des nouveaux rêves, en fait, là, je suis en train de monter ce podcast avec, l'otage israélienne. Et c'est génial parce qu'en fait, je vais faire une voix off, comme je t'ai dit, en français, qui est jouée par une actrice, mais une actrice, une actrice de cinéma, genre. Et donc je vais diriger cette actrice. Donc c'est un vrai travail d'éditorialisation et de Pour faire narration. le doublage, il faut que je me rends pas compte de ce qu'il faut. Le doublage, c'est un métier de dingue. En gros, c'est vraiment un jeu de comédienne, genre comme Tu dans dois un pas juste suivre l'émotion de c'est pas, tu la transcris personne. le texte et tu le lis. C'est Non. genre quand elle te dit, heu, quand elle te dit, hem, le terroriste qui était avec moi pendant enfin, les 4 terroristes qui étaient avec moi pendant toute ma captivité, hem, me donnaient, me donnaient ça d'eau par jour et que je devais mettre de l'eau dans le bouchon parce qu'en fait, je voulais économiser chaque gorgée d'eau parce que j'en avais tellement peu que, il fallait que je sois stratégique dans mes rations de pain, qu'elle avait une demi-miche de pain par jour et que parfois ils oubliaient de lui donner à manger et ils faisaient exprès, en fait. Quand elle te raconte ça, il faut le jouer, Ouais. tu vois? Il faut jouer ce truc de ouf qu'elle a vécu. Donc il faut le jouer par une professionnelle, par un professionnel qui a narré, réécrit ce qu'elle dit. Donc c'est un gros taf, en fait, d'éditorialisation et de voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté cette interview, tu dirais? Alors c'était il y a 5 jours, donc en fait, pour être honnête, je me suis pas du tout remise de cette interview. Ce que j'ai ressenti, c'est déjà 3 4 jours avant, c'est genre mon ventre, il était contracté en permanence parce que je ressentais un truc très, très fort de me dire: «C'est pas une interview anodine». Mmh. Tu es complètement, obsédé par ce sujet et tu es complètement, tu te sens très lié à ce sujet-là parce que, enfin, ça aurait pu être toi, ça aurait pu être ta sœur, ça aurait pu être tes amis, enfin voilà. Moi, des festivals dans le désert en Israël, j'en ai fait, en fait. Hem, non, mais après ce que ça va changer, en fait, oui, ce que ça va changer, c'est que j'ai envie de faire ça aussi, de donner la parole Ça a ouvert une à des porte. femmes ou des hommes, mais des femmes parce que bon, voilà, je suis une Ouais. femme et tout, je m'identifie, tu vois, j'ai envie d'aller, après la révolution iranienne, en Iran, interviewer une femme qui a vécu la révolution et qui va me raconter exactement ce qui s'est passé et ce que c'était que d'être une femme iranienne pendant ce putain de régime de fous furieux et que ce soit doublé par Marion Cotillard, en fait, tu vois? C'est ça que je veux faire. Donc c'est un nouveau rêve que je mets dans la boîte à rêves. Toi, tu étais différente de d'habitude, de tes autres interviews? Bah, encore une fois, c'était en anglais déjà. Ouais. Il y avait du public. Il y avait produire un podcast, enfin, tu vois, à l'étranger, enfin, c'est nimp, enfin, tu vois? Genre, c'est un peu la première fois que je fais ça mais en fait, c'était exceptionnel parce que j'ai été aidée aussi par beaucoup de monde qui se sont emparés du projet et c'est un truc dont je suis enfin, on va voir, hein, parce que j'ai encore beaucoup de travail à faire dessus, d'éditorialisation, mais c'est un truc, si c'est fait exactement comme je l'imagine et avec l'énergie que j'ai déjà eue, c'est-à-dire, en le préparant, en le produisant, bon, ça va être le truc, dont je suis le plus fière, je pense. Voilà. Ouais. Tu sais que dans ce podcast, on joue aux cartes. OK. Donc tu vas piocher 3 cartes au fur et à mesure D'accord. que tu vas lire à haute voix.
OK. Et si elle t'inspire, tu peux y répondre. Une par une? Une par une. Ma peur la plus irrationnelle? Ouais. Alors ma peur la plus irrationnelle, c'est marrant parce que quelqu'un qui m'est très cher, on a eu une discussion hier soir, très deep et il m'a dit: «En fait, tu es obsédé par ton image. Tu es pas quelqu'un de superficiel, par contre, tu es obsédé par ton image et ce que les gens pensent de toi». Elle a pas tort. Très honnêtement, elle n'a pas tort. Donc c'est le regard des autres. Complètement. Je suis complètement, sous emprise du regard des autres. C'est le mal de notre génération, je sais pas, tu vois? Mais j'ai trop peur que les gens, ils pensent des choses mauvaises de moi et en vrai, c'est complètement débile parce que bien sûr qu'il y a des gens qui pensent des choses mauvaises de moi. C'est ni grave, c'est juste normal, en fait. On peut pas plaire à tout le monde mais j'ai un gros problème avec le fait de ne pas plaire à tout le monde, alors que pourtant, tu vois, enfin, là, j'ai publié un podcast avec une otage israélienne, enfin, il y a forcément des gens qui vont me dire que Évidemment. je suis une génocidaire, mais Mais ça te saoule d'être aussi sensible au regard de l'autre? bah, c'est quelque chose qui altère ma liberté en réalité parce que, On n'a en pas fait ce sentiment-là du tout. Alors moi, je te connais pas aussi bien que la ouais, personne parce sans que doute dont je tu parles. joue la force, tu vois? Mais je le joue, j'essaye de le vivre et d'y croire, mais c'est une carapace et c'est un truc que j'essaye de montrer pour pas montrer ma vulnérabilité forcément, hein. Les gens qui sont comme ça, bah, c'est enfin, mais ouais, je crois que ma peur la plus irrationnelle, c'est, ouais, le fait de ne pas plaire à tout le monde. Mais la base, voilà. Une autre? Allez, j'aime beaucoup ces cartes. Déjà, elles sont très bien faites. Je dois dire Merci. que la qualité de la carte est exceptionnelle. La règle que je prends plaisir à transgresser, bah, la fornication avec une personne du même sexe, est une abomination. Non, ouais, bah, ouais, je prends plaisir à la transgresser. Ouais, mais bon, en vrai, je rigole, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, bah, quel plaisir de s'assumer et je suis pas au bout de mon je suis pas assumée à 100 hein. Pourquoi tu dis ça? Encore une fois, je joue la meuf hyper assumée à ce niveau-là, mais c'est pas du tout le cas et en fait, parce que je pense que le pouvoir de la parole, il est fort, donc de le dire, c'est déjà un peu y croire et y être, mais c'est pas tellement vrai et en fait, Tu parles de ça dans le livre? ouais, je pense que, bah, je vais en parler à la fin, donc qui sera le moment chronologique un peu de maintenant. Je pense que je vais grave en parler. Hem, le rapport à l'orientation sexuelle, je trouve qu'il est très intéressant et c'est hyper dommage que ce soit que les gens qui se disent de la communauté LGBT queer qui, y pensent. Mmh. Parce que je trouve que c'est tellement riche comme questionnement et je pense que les personnes hétérosexuelles, ils devraient aussi, s'interroger sur leur rapport à leur sexualité. Parce que, enfin, il y en a plein qui le font, hein, bien sûr, mais ça dit beaucoup de qui on est, en fait et c'est marrant, mais moi, quand, il y a plein de checkpoints dans ma vie et en fait, je reconnais un checkpoint quand j'ai envie de me taper un mec. C'est chelou, je te jure, mais parfois, j'ai grave envie, tu vois? Enfin et parfois je le fais d'ailleurs et en fait, je me rends compte que c'est parce que je suis dans des moments où genre, il y a plein de portes qui s'ouvrent et je dois prendre des décisions et je dois, prendre un chemin, tu vois? Et donc oui, je reconnais un moment charnière dans ma vie quand je viens de me taper un Génial, j'adore. ouais, c'est un peu voilà. Une dernière. Si je ne faisais pas mon métier, je serais. Mais en fait, quel est mon métier? Je ne sais pas ce que je fais, en fait. Je ne sais pas quel est mon métier. Bah, tu me l'as dit, tu as eu une super définition, je t'ai interrogée là-dessus. Comment je devais te présenter? Ouais. Oui, Heu, alors je t'ai dit entrepreneuse dans les médias, c'est mais pour tout, mais je fais pas mon métier, je serais franchement, je serais une meuf hétéro
On a parlé du métier, on n'a pas parlé de ton Attends, je vais orientation commencer. sexuelle. Je me mettrais avec un mec blindé et je kifferais ma vie, en fait, je crois. Non, ouais, je crois que non, il y a de ça. Non, il y a un truc, Je te crois pas du tout. Mais alors pas du tout. Impossible. si, il y a une part de moi qui est très, qui aime, la comment on dit? La l'oisiveté, en fait. Oui, J'adore. mais enfin, tu es quand même une hyperactive. Ouais, mais je suis aussi, très bien quand je suis sur la plage et que je bronze, tu vois? Oui, mais parce que tu y es pas très longtemps, mais tu es quelqu'un qui a besoin de projet. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai, bien sûr. Mais franchement, c'est un peu ça ma réponse, c'est Non, mais tu as jamais pensé à faire un métier, beaucoup plus, conventionnel, d'être avocat, d'être médecin, ça t'a jamais traversé? non, mais en fait, si tu veux, moi, j'étais une mauvaise élève, donc déjà avocat, médecin, c'était genre enfin, j'étais une mauvaise élève, mais à la fois, j'ai fait des grosses études, enfin des grandes études parce que, après je me suis grave, démerdée dans les études. J'ai trouvé d'autres portes pour rentrer dans les bonnes écoles, les machins et tout. Mais, enfin, tu vois, pas du tout le profil pour faire des études de médecine, pas du tout le profil pour faire des études de droit, ou autre chose, voilà. Mais, je pense que en fait, c'est 2 parties en moi. C'est une meuf qui adore, partir en vacances, ne rien foutre, juste profiter de l'oisiveté, et une autre personne qui est complètement l'opposé et différente mais bon, tout ça se mélange. Voilà, donc je serais une sugar baby qui kifferait, être sur des yachts. Voilà. C'est vrai. Merci Julia. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors si cet épisode vous a plu, si ce podcast vous plaît, je sais que je le répète à chaque fois, mais c'est super important pour moi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou sur l'une de vos plateformes de podcast. Merci.